Goedendag iedereen met deze prachtige zon. Zijn verontschuldigd. Donc Madame Vienne, mevrouw Brussel, mevrouw Fransen, mevrouw Van der Meers, mevrouw Turan voor gezondheidsredenen en de heren Van Daal, Dassler, andere plichten en meneer Benders en Freek voor gezondheidsredenen. Dus we hebben onze agenda in het bureau goedgekeurd. Le point 1, c'est donc un conflit d'intérêts entre l'Assemblée de la Commission communautaire française et la Chambre des représentants à propos du projet de loi relatif à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale. Les rapporteurs sont messieurs... Ils ne sont pas là. Decken et Van Rompuy. Ah, voilà, pardon. Oké, sorry, ik had u niet gezien. Ik ben een beetje blind. Oké, ik geef u graag het woord. Micro, ja, links. Ik ga het proberen. C'est clair? Is het duidelijk? Ja? Duidelijk. Oké. Ja, goed. attends. Nee. Ik probeer nog 1 keer. Laatste keer. Nee. Ja, is het goed? Is het nu goed? Is het nu goed? Het is een beetje zwaar, hè? Ja, oké. Maar ik ga ervan uit dat jullie nu echt luisteren. Hè. Dus, het voorwerp is het wetsontwerp dat de federale regering op 11 december 2017 heeft ingediend in de Kamer betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie. Meer bepaald de regeling over de €500 onbelast bijverdienen is de reden voor het inroepen van het belangenconflict door de vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie. Tijdens de plenaire vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie op 19 januari 2018 werd een motie betreffende een belangenconflict goedgekeurd. Overeenkomstig de regeling en de termijnen die voorzien zijn wat betreft de procedure van belangenconflicten, heeft er op 27 maart 2018 een overleg plaatsgevonden tussen delegaties van de Kamer en de vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie, evenwel zonder resultaat. Dit werd per brief van de Kamervoorzitter op 5 april jongstleden medegedeeld aan de Senaatsvoorzitter. De Commissie voor Institutionele Aangelegenheden heeft het belangenconflict behandeld tijdens haar vergadering van 16 april. Naar goede gewoonte in de Senaat heeft de Commissie alle betrokken partijen aan het woord gelaten. Zij heeft de volgende personen gehoord: mevrouw De Grote, mevrouw Moureau, de heer Clarinval en de minister van Sociale Zaken, De Blok. De verschillende standpunten zijn daarbij voorgesteld geweest. Er zijn nog daarna vragen en opmerkingen gekomen van de heer Decken, van de heer Lacroix, van mevrouw Barzin. Kort daarna heeft de heer De Gucht een voorstel van gemotiveerd advies ingediend dat tot conclusie kwam dat het overleg jammer genoeg tot geen resultaat had geleid. Daarna is mevrouw De Grote opnieuw tussengekomen, is mevrouw Moureau ook tussengekomen, is er een antwoord geweest daarop van de minister van Sociale Zaken, De Blok, waarop er nog korte replieken geweest zijn en bijkomende vragen van de heer Decken. Ook mevrouw Moureau heeft nog een tussenkomst gedaan, evenals de heer Lacroix, waarop de minister ook gerepliceerd heeft. Dan heeft mevrouw De Bethune nog een laatste tussenkomst over dit belangenconflict gedaan, waarop de minister ook een slotconclusie gegeven heeft. Het voorstel van gemotiveerd advies werd zonder verdere bespreking aangenomen met 10 tegen 4 stemmen bij 2 onthoudingen. En zoals u weet, het vertrouwen werd gegeven aan de rapporteurs voor het opstellen van dit verslag. Ik dank u. Dank u wel. Monsieur Decken,
Is dat voorzichtig? Het wordt niet. On commence à l'heure. Bon, bah alors, écoutez, je vais passer à la discussion générale si l'Assemblée n'a pas d'objection, parce que alors je peux suspendre en attendant le rapport de M. Dequesne, mais je ne sais pas si c'est indispensable. Pouvons-nous considérer qu'il se réfère à son rapport écrit? Alors, j'ouvre la discussion, on est d'accord, j'ouvre la discussion générale et j'ai comme premier orateur inscrit, M. Lacroix. Ah, vous pouvez l'exposer. Allez, vous voulez bien faire un petit Je n'aurais fait qu'une apparition brève, mais ça s'appelle du teasing, Madame la Présidente, donc je vais susciter la convoitise et l'envie de mes collègues, je suppose. Enfin, j'ose le supposer. Il est au bas de l'escalier, lequel il monte 4 à 4, c'est bon pour son cœur, c'est du cardio, c'est le step du matin. Je vais essayer de meubler. Je n'ai pas de petites blagues à raconter. Il est au pied de l'escalier. Ah non, c'est pas lui. Allez, je suspends 32 secondes jusqu'à ce qu'il arrive. On peut décompter. Excusez-moi, Monsieur Lacroix, mais... Ben, voilà, je livrerai ça à votre sagacité, à votre bon vouloir, mais... Bon, Enena, c'est son fantôme. Il va nous donner la position officielle du CDH. On va voir la position officielle du CDH. Il n'a pas rétro-pédalé dans l'escalier. Een klein schorsing, hoop ik kort. Monsieur Dequesne, toute l'Assemblée est suspendue à votre rapport. Vous avez la parole, Monsieur Dequesne. Si, je le frappe. Oui. Monsieur Dequesne, ne vous référez pas à votre rapport écrit, parce que sinon je vais me faire lyncher. Donc, j'ai suspendu pour vos beaux yeux. Et je vous donne volontiers la parole pour votre rapport, si vous le trouvez. Et donc, Monsieur Lacroix a dû retourner à son banc. Voilà, nous écoutons Monsieur, je n'osais pas le dire, Monsieur Dequesne pour son rapport. Merci. Oui, on a des problèmes de... Le micro, voilà, oui. Ça va mieux. Oui, l'ingénieur du son. Voilà, Madame la Présidente, chers collègues, à l'occasion de la Commission des affaires institutionnelles, nous avons donc eu la présentation par les collègues de l'Assemblée de la COCOF, Madame Julie de Groot, la Présidente, et Madame Moureau, de la motion en conflit d'intérêts. Alors, sur le fond... Chaque partie a pu réexaminer et représenter les différents points de vue qui étaient les siens, en s'appuyant notamment sur une série de remarques et de débats qui avaient eu lieu dans le cadre de la discussion
avec les représentants de la Chambre et notamment pour porter une série de remarques faites et d'avis négatifs faits par le Conseil national du travail, l'Union des classes moyennes, le Syndicat national des indépendants et également la Confédération du secteur sportif et socio-culturel. Monsieur Clarinval, pour sa part, a exprimé la position de la Chambre des représentants, en tout cas de la position de la majorité au sein de la Chambre des représentants, et en notamment constatant qu'au bout des discussions qu'il y avait eu entre les représentants de l'Assemblée de la COCOF et de la Chambre, le 27 mars 2018, aucun accord n'avait pu aboutir. Néanmoins, et la ministre Madame Maggie De Bloch, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, était bien présente à notre Sénat, ce qui n'avait pas pu être le cas précédemment. Et donc nous avons eu une série d'échanges intéressants et la ministre a pu répondre à toute une série de questions posées par les différents commissaires. Alors, à la suite de cela, le groupe VLD a déposé une proposition de résolution, laquelle a fait l'objet d'un débat entre les partis et n'a pas pu aboutir à un consensus. Et donc, c'est par un nombre relativement... par 10 voix contre, 10 voix pour, 4 contre et 2 abstentions que se sont clôturés les débats de notre commission des affaires institutionnelles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Dequesne. Alors, Monsieur Lacroix, dans les orateurs pour la discussion générale. Merci de votre souplesse. Merci, Madame la Présidente, pour votre bienveillance à l'égard de tous les membres de ce Sénat et votre humour qui reste perpétuel. Madame la Présidente, donc, chers collègues, comme dans le précédent conflit d'intérêts, eh bien, une fois de plus, le Conseil d'État, qui est quand même une haute autorité administrative de ce pays, le Conseil d'État s'est donc à nouveau montré très critique dans son avis à l'égard des dispositions relatives aux mesures prises par le gouvernement fédéral dans le cadre du projet relatif à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale. Le Conseil d'État ne manque en effet pas de soulever que, et je cite le Conseil d'État, le régime en projet en matière de travail associatif a une incidence considérable sur des secteurs où la vie associative joue un rôle important, comme par exemple le secteur du sport, le secteur des soins et le secteur socio-culturel, et qui relève, reprécise le Conseil d'État, qui relève de la compétence des communautés et des régions. Alors, nous ne contestons évidemment pas le fait qu'il s'agit de compétences fédérales, puisqu'on parle de droit du travail, on parle de sécurité sociale, on parle de fiscalité, mais ces compétences fédérales et l'intervention du fédéral dans ce domaine ont un impact important sur des matières que l'on appelle personnalisables et donc sur les compétences des communautés telles que les aides familiales, telles que les aides aux personnes âgées, les services d'éducation et d'hébergement, l'aide sociale, les soins de santé, le secteur socio-culturel, le secteur du sport et j'en passe. Le respect du principe de loyauté fédérale implique donc une réelle concertation entre les différentes entités de notre pays lorsqu'il s'agit de mesures touchant des secteurs relevant de la compétence des communautés et des régions. Malheureusement, cette concertation n'était à nouveau qu'une concertation de façade, alors que le texte du gouvernement était déjà déposé à la Chambre. Donc on est loin d'une concertation a priori. On se retrouve toujours dans ce modèle aujourd'hui, qui est un modèle qui conduit à l'impasse, quelque part une impasse politique, mais une impasse structurellement plus importante de l'État fédéral. C'est qu'on n'est pas dans une concertation a priori, mais que l'on préfère ou que l'on l'utilise qu'une concertation a posteriori. Et donc j'en viens maintenant aux critiques des différents secteurs. Et malgré toutes ces critiques, la ministre a déposé son projet en l'état. Tout d'abord, le Conseil national du travail, pour qui le projet de loi est synonyme de déprofessionnalisation, surtout lorsqu'il s'agit d'activités qui sont soumises à des conditions de qualification, qui sont soumises à des normes de qualité, qui sont soumises à des agréments, à des règles de sécurité,
et des règles en matière de protection des travailleurs, des consommateurs et de l'environnement. Mais aussi, donc pas seulement le Conseil national du travail, mais aussi les commissions paritaires concernées qui ont remis un avis unanimement négatif, au motif que le projet, et je les cite, dérégulariserait de façon importante la structuration de l'emploi dans les secteurs où l'effort de professionnalisation se construit depuis des années, notamment à partir de dispositions décrétales relatives aux normes quantitatives et qualitatives de l'emploi dans les secteurs gérés par les entités fédérées. Et enfin, le Conseil supérieur des volontaires, qui a déclaré qu'il ne pouvait accepter un statut de travailleur associatif dont les contours ne répondraient pas à des critères stricts, ceci afin de préserver le caractère intrinsèquement désintéressé du volontariat et le maintien du volume de l'emploi régulier. Notre groupe estime donc que la dérégulation que le fédéral opère sous le slogan curieux de renforcement de la cohésion sociale est de nature à nuire gravement aux intérêts de la COCOF, qui s'attelle depuis des années à construire l'emploi à partir de dispositions décrétales relatives aux normes quantitatives et aux normes qualitatives dans les secteurs qui relèvent de sa responsabilité. Et donc, je ne suis pas là parce que j'entends sûrement les partis de la majorité qui vont dire « mais enfin, ce débat a déjà eu lieu à la Chambre ». Oui, sans doute, ce débat a eu lieu à la Chambre sur l'opportunité de la loi. Ici, simplement, je relève que la concertation qui est le fruit et qui est l'essence même de la procédure de conflit d'intérêts n'a pas été menée à bien, puisque cette concertation, d'une part, a été menée a posteriori, a été menée en écoutant certaines associations, certains gouvernements, mais en ne les entendant pas et en n'essayant pas d'arriver à une proposition qui aurait pu être plus consensuelle. C'est d'autant plus grave que pour nous, le projet du gouvernement crée ni plus ni moins un dumping social interne et, circonstance aggravante, il met en concurrence 3 piliers dont les contours sont tout à fait approximatifs. Je tiens également à préciser que l'apparition de ces concepts, encouragés ou imaginés par le gouvernement, s'accompagne aussi d'une tendance à dévaluer tous les modèles classiques de transition vers l'emploi durable et de qualité. Alors on nous répondra sans doute du côté du gouvernement en ce qui concerne le risque de substitution du travail professionnel par du travail associatif, qu'il n'y a pas eu de remplacement de travailleurs réguliers par des travailleurs associatifs durant ces 4 derniers trimestres. Mais c'est oublier que ce n'est pas seulement le nombre d'emplois qui importe, mais aussi le volume de l'emploi. Et j'en reviens donc à la COCOF, et parallèlement à l'examen du texte à la Chambre, le Parlement francophone bruxellois a pu consulter pas moins de 100 associations francophones à Bruxelles. Voilà le résultat d'une véritable concertation menée, rien que sur Bruxelles, une centaine d'associations. Et aux questions posées par la COCOF, par le Parlement francophone bruxellois, le résultat est sans appel, sans aucun appel. Les associations, à l'exception du secteur d'encadrement des activités sportives, ne soutiennent pas le projet du gouvernement fédéral. Ça veut donc dire qu'ils rejettent le projet du gouvernement fédéral. Et rejoignant en grande partie les vives critiques formulées au niveau fédéral, ces associations mettent l'accent sur les risques de dérégulation et de déprofessionnalisation des services dont les besoins n'ont d'ailleurs pas été évalués de manière précise, et je tiens donc à le rappeler. Elles réclament le retrait de certaines formes de services du champ d'application du projet et qu'en tout état de cause, elles réclament que les secteurs concernés soient consultés. Les associations exigent ensuite le respect dans la pratique des règles édictées par les entités fédérées dans le cadre des agréments et pointent les menaces qui pèsent sur le volontariat, c'est-à-dire le risque de commercialisation d'activités exercées jusqu'à présent dans ce cadre. À la suite de ces critiques, et peut-être pour la première fois, et ça, c'est un côté positif que nous pouvons saluer aujourd'hui, pour la première fois, la procédure en conflit d'intérêts a permis un dialogue entre le fédéral et l'entité lésée, à savoir la COCOF. Lors de la concertation à la Chambre, la porte s'est légèrement entrouverte, mais elle s'est entrouverte, puisque le représentant de la ministre a annoncé que les mouvements de jeunesse ne seraient pas repris dans le champ d'application de la loi, mais il a aussi précisé que si des associations ou des secteurs d'activité avaient des doléances argumentées à faire valoir pour des exclusions ou des assouplissements, ils devraient les adresser à la ministre et elles seraient éventuellement prises en compte. La ministre, lors des discussions au Sénat,
a confirmé cette position. Pour le groupe socialiste, il ne fait donc aucun doute que si le projet reste en l'état, il portera atteinte à l'équilibre des composantes du pays, dont la COCOF, qui estime à juste titre selon nous, qu'en exerçant de cette manière ses compétences aujourd'hui, l'autorité fédérale risque de rendre l'exercice des compétences des communautés impossible ou exagérément difficile, notamment en ce qui concerne le volontariat organisé dans un certain nombre de secteurs. Pour conclure, comme je le rappelais en début d'intervention, si le respect du principe de loyauté fédérale nécessite une concertation réelle en amont de la prise de mesures ayant un impact sur les autres entités, nous resterons attentifs à ce qu'une réelle concertation puisse enfin avoir lieu entre les différents acteurs concernés. C'est la raison pour laquelle nous déposons un amendement à la proposition d'avis à rendre par le Sénat au comité de concertation. Je vous remercie pour votre attention. Madame Barzin. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, notre Assemblée est amenée à se prononcer ce vendredi sur le conflit d'intérêts introduit par le Parlement francophone bruxellois en ce qui concerne le volet social du projet de loi relatif à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale. Ce projet de loi vise à permettre à toute personne possédant déjà un statut principal, salarié indépendant ou pensionné, de percevoir 6 000 € de revenus complémentaires par an ou 500 € maximum par mois, exonérés d'impôts pour un travail effectué dans son temps libre dans le secteur non marchand. Je voudrais d'abord remercier les services pour la rédaction du rapport des travaux de notre commission des affaires institutionnelles de ce lundi. Remercier également nos co-rapporteurs qui, pour certains, sont arrivés avec un train de sénateurs. Alors, notre rôle ici au niveau du Sénat n'est pas de revenir en détail sur les discussions de fond qui ont déjà été menées à la Chambre des représentants à ce sujet, mais se prononcer en ce qui concerne le conflit d'intérêts tel qu'introduit par l'Assemblée de la COCOF. Je voudrais donc revenir sur certains éléments de la motion de la COCOF qui base, en l'occurrence, ses critiques sur celles qui ont été émises par certaines personnes du secteur non marchand qui craignent une déprofessionnalisation de certaines fonctions, surtout lorsqu'il s'agit d'activités qui sont soumises à des conditions de qualification, des normes de qualité, des agréments, des règles de sécurité et des règles en matière de protection des travailleurs, des consommateurs et de l'environnement. Le projet de loi en question ne change toutefois rien à la réglementation qui existe au niveau régional. Les normes relatives à la qualité des prestations restent entre les mains des entités fédérées concernées. Le fédéral n'est pas intervenu sur la question. Il en est resté dans le cadre de ses compétences strictes et a amélioré le projet au fil du temps, en tenant compte notamment des avis qui ont été rendus. Si ces réglementations requièrent un contrat de travail, cela restera le cas et cela ne pourra être fait par le biais du système proposé. Par ailleurs, la mesure peut constituer un tremplin pour les indépendants qui désirent développer une activité. Le plafond de 500 € dépassé, le prestataire de service devra changer de statut et devenir indépendant à titre complémentaire ou principal. La COCOF a également soutenu le fait que le projet de loi risquerait d'entraîner diverses discriminations et une mise en concurrence de différents statuts. Pour le MR, cette affirmation n'est pas correcte. Les possibilités réelles d'exercer le travail associatif et les prestations occasionnelles entre citoyens ont été réglementées de manière très contraignante afin d'éviter que les activités concernées n'aient un effet négatif sur le marché du travail. De nombreuses conditions ont de surcroît été prévues pour éviter toute concurrence déloyale. Ainsi, par exemple, le régime n'est valable que pour une liste de travaux bien définie. Aucune publicité n'est autorisée pour ces travaux. Toute concurrence déloyale envers son employeur est interdite et il faut déjà avoir une activité professionnelle habituelle et à titre principal. En outre, les services de citoyen à citoyen doivent avoir un caractère strictement occasionnel. Alors, la motion de la COCOF mentionne également le manque de concertation avec les entités fédérées. C'est ce qui a été évoqué également lors de la réunion de concertation qui s'est tenue à la Chambre le 27 mars dernier. Cela a été redit en commission des affaires institutionnelles ce lundi. On déplore au niveau de la COCOF un manque de concertation et d'ouverture de la part du gouvernement fédéral, ce que je ne partage pas évidemment comme point de vue. Il y a eu
une réunion qui s'était tenue le 22 décembre avec des représentants du pouvoir fédéral et des entités fédérées. On peut peut-être regretter à cet égard que le représentant du ministre-président francophone ait quitté la réunion, donc une concertation fin décembre, une autre réunion de concertation dans le courant du mois de janvier, des ouvertures qui ont été faites. Et donc, je pense que dans ce cas-ci, on peut justement mentionner qu'il y a eu un effort de conciliation et de concertation avec les entités fédérées. On a rappelé ceci en commission des affaires institutionnelles ce lundi encore, et je voudrais souligner la présence de la ministre elle-même, Maggie De Bloch, qui pour la deuxième fois se rendait au Sénat dans le cadre d'une procédure de conflit d'intérêts. Elle a réévoqué le fait que certaines demandes d'exception avaient été acceptées, demandes d'exception qui avaient été formulées par des organisations de jeunesse flamande. Elle a dit qu'elle était ouverte encore à l'acceptation et à l'examen d'autres demandes d'exception. Donc ça a été dit en décembre, ça a été dit en janvier, ça a été dit lors de la réunion de concertation à la fin du mois de mars et encore il y a quelques jours. Il a été prévu également de faire une évaluation du dispositif mis en œuvre. Donc je pense qu'ici, la procédure de conflit d'intérêts a permis une concertation qui existait déjà à la fin du mois de décembre. Et on peut peut-être regretter que le processus en cours ait justement été, court-circuité par la motion qui a été adoptée à la COCOF dans le courant du mois de janvier. Donc, on l'a dit, des modifications peuvent être envisagées. Le processus sera évalué. Je pense qu'il n'y a bien entendu pas d'intérêt lésé au niveau de la COCOF dans le cadre du projet de loi examiné à la Chambre des représentants. Et je voudrais souligner ici la récurrence des motions adoptées par la COCOF. C'est notre 4e conflit d'intérêts suite à des motions introduites par la même Assemblée. On peut remarquer que dans d'autres assemblées, des démarches de ce type ne sont pas prises ou que le vote final ne permet pas de déposer et d'adopter des motions de ce type. Mais l'insistance de la COCOF à introduire des procédures de ce type pose question au niveau de mon groupe et je pense que ce n'est pas non plus dans l'intérêt de notre système fédéral d'avoir de manière systématique des motions qui sont déposées par la même Assemblée. Donc ici, il y a eu une concertation, il y aura une évaluation. Ja, excuseer mij. Ik zou toch heel even daarop willen reageren. Ik ben het ten gronde eens met het feit dat dit systeem, dit middel, niet mag misbruikt worden. Ik denk dat als het veelvuldig wordt gebruikt, dan wordt de kracht van het instrument absoluut ondergraven. En in ons land lijkt me dit instrument van belangenconflict absoluut ook een terechte procedure die we verder zouden moeten uitdiepen. Maar natuurlijk, het veelvuldig gebruik mag ons nooit weerhouden om elk verzoek of elke opmerking ernstig te onderzoeken. En in tegenstelling zelfs tot minstens één van de 2 vorige keren, heb ik vandaag toch eerder het gevoel dat er wel degelijk een grond bestaat om te zeggen, kijk, dit slaat nu 100% op een bevoegdheid, ook al is er een federale bevoegdheid, 100% ook op een bevoegdheid van de gemeenschappen, met name alles wat het verenigingsleven betreft. Men kan dus in de argumentatie om het zomaar van tafel te gooien niet zeggen, ja, het is de zoveelste keer dat de COCOF hier een belangenconflict indient. Ik vind ook dat de COCOF moet opletten dat er geen overkill is, dat het niet wordt misbruikt. Maar in dit geval ben ik toch benieuwd hoe men kan verantwoorden dat de aandacht voor het verenigingsleven niet als een voldoende argument kan gelden om te zeggen, er had hier toch minstens een ernstige voorafgaandelijk overleg moeten gebeuren tussen de gemeenschappen en de federale overheid. En er is dus, wat mij betreft, toch wel ergens een fout gebeurd van de federale overheid. Oui, merci Madame la Présidente. Je ne peux pas laisser Madame Barzin dire ça. Je crois que le collègue Ancio a bien reprécisé le contexte fondamental de l'intervention de la COCOF dans ce dossier. Et il est quand même paradoxal d'entendre un parti francophone blâmer
un autre niveau de pouvoir francophone, parce que simplement ce niveau de pouvoir défend ses intérêts qui ont été explicitement soulignés par le Conseil d'État, par le Conseil national du travail, par le Conseil des volontaires, par une concertation menée au niveau de 100 associations francophones. Donc, Madame Barzin, vous ne m'aviez pas habitué à ça, donc je suis particulièrement étonné, d'autant plus que la ministre a accepté une certaine ouverture, pas suffisante pour notre groupe, mais la ministre a fait une ouverture, d'abord via son représentant à la Chambre, et puis en commission des affaires institutionnelles lundi. Et donc, profitons de l'ouverture pour voir comment, à travers une loi correctrice, ce que la ministre a évoqué à un moment donné, on peut amener, et s'il vous plaît, arrêtons de finalement servir la soupe à la NVA en tant que francophone, en disant simplement qu'un Parlement francophone multiplie les conflits d'intérêts par plaisir. Ici, non, puisque des flamands objectifs ou des néerlandophones objectifs comme M. Ancio ont rappelé qu'il y avait tout un intérêt à mener ce conflit d'intérêts. Monsieur Destex and then meneer Van Loo. Eerst meneer Madame la Destex. Présidente, d'abord je voudrais contester le fait que mon ami Bertancio soit objectif. Ça, c'est pas vrai. Hein? Voilà, donc voyez-vous, il me donne raison, donc c'est quand même... C'est vrai que j'étais étonnée. Mais... Très rapidement, je ne veux pas prendre trop longtemps du temps de parole de Mme Barzin, mais Monsieur Lacroix, reconnaissez qu'il y a quand même un problème, que ce soit cette petite cocof qu'on aurait dû, entre parenthèses, supprimer depuis longtemps d'ailleurs, qui fasse ces conflits d'intérêts et que vous ne soyez pas capable de les porter au niveau d'autres assemblées. Donc, ce conflit d'intérêts est tout à fait artificiel puisque c'est à cause de cette particularité de la COCOF que vous arrivez à le faire passer. Vous avez lu le dossier, Monsieur Destex. Vous n'étiez pas en commission, vous n'avez pas lu le dossier. Allez, on rit ici ou quoi? Meneer Van Loo. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Eigenlijk zijn hier de meest interessante woorden gevallen. Ik zeg niet dat het de meest interessante uiteenzetting was van meneer Ancio, maar de woorden overkill en misbruik van procedures, in dit geval van de procedure van het belangenconflict, is herhaald. We zien dat eigenlijk op een relatief korte periode er 4 maal een belangenconflict is ingediend tegen een voorstel van de federale overheid. Telkens met andere argumenten, telkens met een andere inhoud. Maar wat opvalt is dat het niet de Vlaamse gemeenschap is die wel degelijk in overleg is getreden met de federale overheid. Het is niet het Waals gewest, het is niet de Franse gemeenschap. Die hebben het zelfs gepresteerd om het overleg te verlaten, omdat zij niet akkoord waren met de standpunten van minister De Blok. Maar het is telkens uitgaande van de COCOF, de Franse gemeenschapscommissie die werkt op basis van een delegatie van bevoegdheden van de Franse gemeenschap, die eigenlijk die blokkering lukt niet. Het is eigenlijk enkel een uitstel dat men kan doen. Die geloofwaardigheid van de COCOF wordt onderuit gehaald, want de belangen van verenigingen VZW's in Vlaanderen, door overleg is het duidelijk dat de Vlaamse gemeenschap akkoord is gegaan met dit standpunt. Men heeft onderhandeld, men heeft overleg gepleegd. De Franse gemeenschap heeft dat niet gedaan, ze hebben het overleg verlaten. En wat probeert men dan? Ja, we gaan proberen die taak te delegeren naar de Franse gemeenschapscommissie. Men spreekt niet namens heel Brussel, men spreekt namens een deel in Brussel. De Vlaamse verenigingen, toch ook heel wat activiteiten in Brussel, heel wat verenigingen, associaties worden hierdoor niet gebonden door dit belangenconflict. Stop hiermee, stop met het misbruik van die procedure. Dat is niet goed voor de geloofwaardigheid en vooral het toont aan dat de hele procedure van belangenconflicten, die een hele reeks van overlegrondes reeds heeft gepasseerd, niet werkt. Monsieur Deken, and then meneer... Non, il y a un fait objectif, c'est que la majorité fédérale n'a pas de majorité dans les 2 groupes linguistiques. Et donc, de ce fait-là, il y a effectivement, dans une assemblée parlementaire, une majorité, comme le prévoient les mécanismes de protection des minorités, aux 3/4, qui permet, dans un certain nombre de cas, quand on estime que les intérêts d'une communauté, d'une région ne sont pas respectés, d'activer ce mécanisme.
Et donc je pense que ce n'est simplement que la conséquence à la fois de règles de droit et d'une situation de fait d'une majorité fédérale qui n'a pas de majorité des deux côtés linguistiques. Ja, ik denk dat we in de Senaat goed moeten nadenken over de waarde van ons werk. En ik denk dat we moeten voorzichtig zijn wanneer andere assemblées beroep op ons doen om te vinden dat zij nodeloos aan onze deur kloppen. Laat ons niet vergeten dat er niet veel assemblées vaak aan onze deur kloppen. En wanneer we dus met andere woorden in een positie zitten die toelaat om in dit ingewikkelde federale land af en toe een bijdrage te leveren tot meer begrip, dan moeten we a priori vinden dat elke vraag van een andere assemblée au sérieux moet worden genomen. Ik hoor ook bij diegene die opmerkt, meneer Lacroix, dat er veel beroepen komen vanuit de COCOF. Ik merk dat op. Maar ik denk dat we daar niet te veel commentaar moeten bij geven. En ik vind persoonlijk ook dat dit dossier, zoals collega Anciot heeft gezegd, misschien niet de beste illustratie is van over om het even wat komt men ons lastigvallen. Want het is een belangrijk onderwerp. Het is een onderwerp dat vele mensen heeft beziggehouden, politiek, en waarbij je je heel veel vragen kunt indenken die dikwijls ook goede antwoorden kunnen krijgen. Met andere woorden, ik vind dit geen oninteressant debat te zijn geweest. Ik vind wel dat de collega's, meneer Lacroix, het recht hebben om even op te merken dat de COCOF wel vaak bij ons aanklopt. We mogen dat opmerken. Maar laat ons daar niet te veel ons in vermoeien en zeker niet naar aanleiding van dit dossier. Dus dat is wat... Ik denk dat dit een nuttige procedure blijft. Maar we moeten wel investeren in het vruchtbaar zijn van die procedure. En ik ga een onderwerp aansnijden dat misschien beter eens een keer in grotere rust wordt besproken. Ik heb het gevoel dat in de nieuwe manier van werken van de Senaat, met een wat trager ritme dan gebruikelijk was voor de 6e staatshervorming, dat we goed moeten nadenken op welke institutionele manier deze assemblée, die een bijeenkomst is van volksvertegenwoordigers uit de verschillende gewesten, met een 10-tal toegevoegden erbij, maar goed, beter kan gebruikt worden om dat soort van situaties zoveel als mogelijk van in het begin aan te pakken. Ik wil u dat wel zeggen als senator, mij zit het wat dwars dat wij ergens aan het einde van een rit nog eens een maand de kans krijgen om eens te zien wat we aan een verhaal nog kunnen bijbreien. Ik geloof persoonlijk dat dit in de toekomst ook zeer moeizaam zal zijn om in dit soort van situaties ineens het ei van Columbus te vinden en te zeggen wij hebben een oplossing klaar voor u. Ik geloof persoonlijk, en ik doe beroep op die politici hier aanwezig die zeggen van ik wil daar mee over nadenken, of we niet moeten overwegen van de Senaat vroeger te betrekken bij dit soort van situaties. We weten dat er een procedure is geweest waarin men in de Kamer op zoek is geweest naar een oplossing. Wat zou ons ervan weerhouden? En we spreken over de verre toekomst, hè, meneer Lacroix, want ik zie u al knikken. Dat is goed, laten we samen eens nadenken. Maar de Senaat zou sneller kunnen betrokken worden, zodanig dat wij ook alle werkzaamheden van alle pogingen tot een betere verstandhouding tussen assemblées die op de een of andere manier zich in hun rechten of in hun belangen gekrenkt voelen, waarbij we dan sneller zouden kunnen kijken van is er geen manier om daar op een onbevangen manier naar te kijken. Bon, ik loop al lang rond met dat idee. Het is hoe dan ook een verhaal dat ooit eens een keer aan bod zal kunnen komen in het kader van nog maar eens een nieuwe institutionele hervorming. En u weet, wij wachten af of daar überhaupt vraag naar zal zijn in de nabije toekomst. Maar vermits het over de Senaat gaat en vermits we hier nu kort even het debat hebben over de zinvolheid van deze procedure, wilde ik dat toch tussenwerpen. Ik wil afsluiten, mevrouw de voorzitter, en ik neem een beetje misbruik van het feit dat u mij het woord heeft toegestaan. Wat ik ook vind, is dat we in deze Senaat creatiever moeten zijn bij het zoeken naar wegen om eventueel pistes van oplossing te verzinnen in het kader van om het even welk conflict. Wij hebben op dit ogenblik een relatief mechanische benadering. Wij worden gevat door een conflict en wij plannen een zitting van de commissie institutionele. Wij luisteren eens een keer naar beide partijen. Grote voordeel, en ik denk dat iedereen ons daarvoor feliciteert, dat we erin slagen om ook de minister, dus de uitvoerende macht, te betrekken bij onze werkzaamheden. Dat was een heel goede zaak. Maar eigenlijk
laat ons daar maar eerlijk in zijn, aan het einde schrijven wij een tekstje om te zeggen we hebben de standpunten van de twee partijen niet dichter tot elkaar kunnen brengen. Dat moet iedereen hier aanwezig, of die nu tot een federale meerderheid of tot een federale oppositie behoort, frustreren. Ik denk persoonlijk dat we moeten nadenken, de bijzondere wet laat ons alle mogelijke vormen van overleg toe, ook informele instrumenten, ook het aanduiden van een aantal senatoren die op zoek kunnen gaan naar pistes om zaken te ontmijnen of om op zoek te gaan. En over de grenzen van alle partijen heen moeten we daar echt eens samen over nadenken. Willen wij in deze Senaat met een bepaalde regelmaat, en als de Kokov blijft overdrijven, ik zeg het nu zelf ook ene keer, meneer Lacroix, blijft overdrijven, dan gaan we hier om de 3 maanden kunnen een keer zeggen van we hebben partijen niet dichter tot elkaar kunnen brengen. Wel, dat interesseert mij niet als instrument. En ik vind dat we met diegenen die bereid zijn van erover na te denken, eens moeten samenzitten over de grenzen van partijen heen, op zoek naar manieren om dat allemaal wat nuttiger te maken. Ik dank u in ieder geval voor uw aandacht. Bien sûr, mais je serai bref, Madame la Présidente, et je vous remercie. Déclenche les passions. Mais je rejoins l'analyse faite par le collègue Van Ackere, et je pense que nous pouvons, à un moment donné, travailler ensemble là-dessus. Simplement, je constate qu'en commission des affaires institutionnelles lundi, la preuve d'ouverture que vous faites, et qui est aussi de dire soyons créatifs, plutôt que de venir avec un rapport où on dit non, on n'a pas pu concilier les points de vue, et c'est donc un constat d'échec. C'est un constat d'échec pour qui? C'est un constat d'échec pour la COCOF, c'est un constat d'échec pour le Sénat, c'est un constat d'échec pour l'État fédéral et pour la cohésion de cet État, je pense. Et donc, à travers ce dossier et à travers les autres, je suis d'accord avec vous, nous devons renforcer la cohérence de l'État fédéral et cette vision d'un fédéralisme de maturité. Et arrêter avec ce fédéralisme de confrontation. Mais comment voulez-vous qu'à partir du moment où on défend cette thèse que vous semblez partager, et qu'en commission des affaires institutionnelles lundi, la majorité vienne avant que l'ensemble des intervenants aient pu terminer leurs interventions, que la majorité dépose un texte qui constate d'ores et déjà que la voie est sans issue et referme la porte. Alors, j'ai entendu la présidente de la COCOF à la commission des affaires institutionnelles lundi qui était indignée de cette procédure. Je peux la comprendre, c'est tout à fait normal et c'est contraire à ce que vous-même vous privilégiez. Donc, à un moment donné, il faudra aussi passer des engagements aux actes et en tout cas, je note avec plaisir l'intervention que vous faites, mais j'espère que vous la traduirez un jour ou l'autre dans les actes et notamment sur ce dossier. Vous pouvez toujours voter et rejoindre la position qui n'est pas celle de la majorité fédérale. Alors, je ne pensais pas que mon intervention allait en susciter tant d'autres et on a quand même évolué vers d'autres considérations aussi, indépendamment même du nombre de procédures de conflit d'intérêts qui ont déjà été traitées ici ces derniers mois. On en est venu à discuter d'autres éléments sur la procédure ou l'aspect plus créatif qu'on doit peut-être avoir au sein de notre Assemblée pour traiter ce genre de dossier. Là, je n'ai fait dans mon intervention que rappeler un fait. Voilà, 4 procédures lancées par la même institution à l'égard de projets du gouvernement fédéral. J'avais, dans la première partie de mon intervention, évoqué de manière, je pense, très détaillée les tentatives de concertation et de conciliation qui avaient été menées. La ministre de Bloch l'a rappelé encore en commission ce lundi. Et j'ai quand même un regret dans le cadre de ce dossier, c'est qu'on avait une réunion qui se tenait au mois de décembre avec des ouvertures possibles et on a, dans le courant du mois de janvier, décidé au niveau de la COCOF de lancer cette procédure en conflit d'intérêts alors que la concertation était en cours. C'est un fait et il me plaisait de le rappeler. Alors on a effectivement adopté un avis en commission des affaires institutionnelles lundi. Ça ne vous étonnera pas que mon groupe soutienne encore cette proposition d'avis motivé lors de cette séance plénière. Et donc, on soutient bien entendu ce projet, étant donné que la Commission communautaire française n'a pas su démontrer que ses intérêts étaient gravement lésés ou que le principe de loyauté fédérale n'aurait pas été respecté. Mais je voudrais vraiment terminer en rappelant une nouvelle fois la tentative de concertation, de conciliation et la porte qui reste ouverte de la part de la ministre de Bloch dans le cadre de ces dossiers. Je vous remercie de votre attention.
Alors, Madame Thibault, comme oratrice suivante. Merci Madame la Présidente. Donc, dans ce conflit d'intérêts entre l'Assemblée de la Commission communautaire française et la Chambre des représentants à propos du projet de loi relatif à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et l'avis à rendre par le Sénat au comité de concertation, je puis vous dire d'emblée que mon groupe est opposé au projet de loi en question. Nous n'aimons pas ce texte, et ceci pour les raisons suivantes. 1. C'est un nouveau statut qui menace les statuts existants. On peut prévoir un glissement du volontariat vers ce nouveau statut plus avantageux financièrement et une pression sur les travailleurs en place qui pourraient se faire remplacer par ce nouveau statut. Mais des personnes qui n'auront pas de qualification assurée échapperont à tous les cadres réglementaires encadrant le travail. Et deuxièmement, nous craignons qu'effectivement, que les modifications proposées perturbent non seulement le marché de l'emploi, mais déséquilibrent également la vie associative. Une distinction apparaîtra entre les associations qui disposent des moyens financiers suffisants pour appliquer le nouveau système et des associations qui ne pourront pas recourir à des volontaires rémunérés faute de moyens. Alors, les députés de mon groupe ont déposé à la Chambre différents amendements. Ils ont demandé une deuxième lecture et je pense qu'on peut dire qu'ils ont utilisé une toute grande partie des possibilités qu'offre le travail parlementaire et aujourd'hui, nous continuons le travail sur le terrain. Alors, même si, comme nous l'avions dit au Parlement de la COCOF, cette motion d'intérêt n'était pas notre premier choix. Le travail parlementaire pour nous était essentiel en amont. Nous soulignons la qualité des débats en commission institutionnelle ce lundi. Je m'en réfère au rapport très bref de nos rapporteurs sur les concertations qui ont eu lieu en amont depuis l'été 2017. La philosophie, on a entendu la ministre dire, la philosophie du projet ne changera pas. C'est de bonne guerre. Dans ce cadre, la ministre a néanmoins répété son ouverture à l'introduction de balises par chacun des acteurs. Nous en prenons acte. Et donc, comme de coutume, c'est une mauvaise coutume, oserais-je dire, nous pouvons dire que le Sénat n'a pas permis de rapprocher les points de vue entre la COCOF et la Chambre des représentants. Et donc, c'est un constat. Nous ne pouvons rejoindre les motivations de cet avis, et plus particulièrement les points 5, 6, 7 et 8. Et donc, ils sont extrêmement idéologiques, ils sont tranchés, nous ne pouvons y adhérer. Et par ailleurs, un élément essentiel manque dans cette motivation, c'est le manque d'analyse d'impact qui a été souligné tant par le Conseil national du travail que par les acteurs de la société civile. Et donc, pour cette raison, nous nous abstiendrons sur cet avis rendu au comité de concertation. Je vous remercie. Merci. Meneer Pochet. En dan... Oui, mais... Meneer Van Malderen, alors. Ja. Dank u, voorzitter. Ik zal kort van op de banken een aantal bedenkingen geven vanuit de SPA-fractie. Eerst en vooral is er al heel vaak verwezen door vorige sprekers naar het overleg dat is gevoerd of zou gevoerd zijn in het kader van het tot stand komen van deze wet die hier vandaag ter bespreking ligt. Mag ik u aan herinneren, collega's, dat overleg een middel is. Het doel zou moeten zijn om een aantal problemen die zich op het terrein stellen ook effectief op te lossen. En als je daar naar kijkt, dan kan je maar één vaststelling doen en dat is dat overleg minstens niet geleid heeft tot een oplossing van die problemen die op het terrein gesteld worden, die reëel zijn en die voldoende in omvang zijn om ons zorgen over te maken. Er is hier verwezen, onder andere door collega Van Lauwen, naar overleg dat zou zijn gebeurd met de gemeenschappen. Wel, ik stel vast dat dat overleg dan minstens niet tot oplossingen heeft geleid. Er is verwezen naar overleg binnen de Kamer en er is verwezen naar de procedure die hier aanhangig is gemaakt bij de Senaat. En in geen van die gevallen heeft dat middel geleid tot een doel. Wat maakt dat we vandaag toch wel eens gewoon moeten durven kijken naar de intrinsieke problemen die een eventuele uitvoering van die wet zich stellen. En dan is een tweede vaststelling dat in tegenstelling tot wat eigenlijk een beetje gesuggereerd wordt, dit probleem helemaal niet beperkt is tot degenen die vandaag dit probleem in deze Senaat aanhangig hebben gemaakt.
Er is met andere woorden niet zoiets als een immuniteit in Vlaanderen voor de problemen die die wet met zich zou gaan meebrengen. Er is niet zoiets als een taalkundig vaccin dat maakt dat de ene wel en de andere niet de gevolgen ondergaat op het terrein van een wet die heel fundamenteel ingrijpt in basismechanismen van verenigingsleven, maar ook, en daar wil ik mijn tussenkomst op toespitsen, in heel brede delen van de zorg- en de welzijnssector. En het is met name daar dat ook in Vlaanderen dit debat in het Vlaams parlement, en dat is hier niet aan bod gekomen, is gevoerd. Minister Van Deurzen, bevoegd minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, is daar onder andere door onze fractie in geïnterpelleerd. En uit zijn antwoorden is ook gebleken dat er zich wel degelijk mogelijkheidsproblemen stellen. Problemen op het gebied van het waarborgen van kwaliteit, problemen op het gebied van beschermen van arbeidsmarktelijke statuten, problemen op het gebied ook van registratie van prestaties bijvoorbeeld, die voordien eigenlijk niet aan de orde waren en plotseling door een nieuw gegeven, met name deze wet op het onbelast bijverdienen, zouden worden gecreëerd. Misschien nog belangrijker is dat hiermee ook een probleemrechten ontstaan in het borgen, in het waarborgen van de kwaliteit van die dienstverlening in toch wel heel belangrijke aspecten van ons leven, met name zorg en welzijn. Dat is het antwoord van de minister. Dus ontkennen dat er zich een probleem voordoet, ook in Vlaanderen, is denk ik nogal een nutteloze bezigheid. En los van de beschouwingen die je kan maken ten aanzien van de wet op zich, op het gebied van impact op sociale zekerheid, op het gebied van impact op het statuut van werknemers, op de toekomst van het vrijwilligerswerk, impact ook op het individuele sociale statuut van diegenen die daar in de toekomst zullen gebruik van maken, waar mijn fractie trouwens van oordeel is dat ieder gewerkt, gepresteerd uur zou moeten meetellen in het geheel van sociale bescherming, of het nu gaat over ziekte of over pensioen, is het gewoon zo dat we risico's lopen die significant zijn als we deze wet blindelings zouden laten toepassen. Dus daarom ook dat onze fractie, nogmaals, los van alle andere bedenkingen, ervoor gepleit heeft om minstens gefaseerd deze wet te laten ingaan in deze sectoren. Om, ongeacht wat uw mening ook is over de wet en gronden, een andere bevoegdheidsniveau de kans te geven om zich klaar te maken voor wat op zich afkomt. Op gebied van normering. In sommige sectoren kennen we normeringen, kennen we kwaliteitshandboeken, bijvoorbeeld de sector van de woonzorgcentra. Maar in heel wat andere sectoren is dit nog nooit aan de orde geweest en bestaan vandaag die normeringen, die kwaliteitshandboeken niet. En ten bewijze daarvan trouwens de vraag van de Vlaamse gemeenschap om de jeugdsector, de speelpleinwerking, uit te sluiten van deze wet. Maar het is belang niet beperkt tot die jeugdsector. Getuige het antwoord van minister Van Deurzen, stellen diezelfde problemen zich ook in de zorg- en de welzijnssector. Jammer genoeg is de minister ook daar niet op ingegaan. Jammer genoeg. De minister heeft ervoor gekozen om te zeggen, we gaan eerst afwachten wat er zich in de Kamer aanbiedt, wat je eigenlijk op basis van ontwerpteksten en persberichten en dergelijke al een beetje zou kunnen. En vervolgens gaan we dan kijken waar er zich een probleem stelt en dan zien we weer wel. Maar die houding stopt natuurlijk niet de invoering van deze wet. En ook de gevolgen die we op het terrein dreigen te zien. Dus dit ligt vandaag op tafel. Ik ervaar hier wel degelijk een probleem, ruimer dan het verenigingsleven in enge zin. En ik vind, eerlijk gezegd, collega's, in het verslag zoals dit vandaag voorligt, want dat is eigenlijk de houding die we moeten bepalen, eigenlijk onvoldoende die bekommernis terug in het verslag. Vandaar dat ik toch ook wel uw aandacht even wil opvestigen. Voilà, merci, meneer Pochet. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. De thematiek van dit belangenconflict is inderdaad al uitgebreid besproken in de deelstaatparlementen, onder andere in de commissies en de plenaire zittingen van het Vlaams parlement. En voor ons, voor CD&V, is het altijd belangrijk geweest
om die grijze zone die bestaat tussen het puur vrijwilligerswerk en de reguliere arbeid, om die te regelen, zodat zowel de natuur van het puur vrijwilligerswerk als de natuur van het reguliere arbeidscircuit behouden blijft. Dat is trouwens een vraag geweest van de basis zelf. Hè. Het is de sportsector, het is de sector van de amateurkunsten die expliciet gevraagd hebben om hiervoor een regeling te treffen. Maar ik denk dat het weinig zin heeft om dat debat opnieuw hier te openen. En er waren een aantal bezorgdheden die wij begrepen. Onder andere rond het mogelijk kwaliteitsverlies in de dienstverlening bij bijvoorbeeld opvangdiensten en woonzorgcentra. Maar die zijn ons inziens weggenomen door overleg tussen de gemeenschappen en de federale regering. En een duidelijk engagement om de regelgeving om een vermelding te doen naar de regelgeving in zaken kwaliteitsnormen van de gemeenschap. Maar het gaat over wat hij zegt. Ja, maar ik wil gewoon mijn zin afmaken. Ja. Het is afgemaakt. Mijn zin is afgemaakt. Ik ben blij dat u, en ik weet dat jullie dat ook wel echt menen, bezorgd zijn om al die opmerkingen die onder meer vanuit het jeugdwerk, onder meer vanuit de sector van de woonzorgcentra en dergelijke meer naar voren zijn gekomen, de opmerkingen over de wet. Maar wat mij fascineert is dat u zegt dat daaraan tegemoet is gekomen via het overleg dat gevoerd is door, ik ga ervan uit, de diensten van minister Van Deurzen en het federaal niveau. Maar welke resultaten heeft dat dan meegebracht? Ik heb echt geen weet van aanpassingen van de wet. Waren al die opmerkingen of al die bekommernissen die wij alle twee delen, waren die dan eigenlijk terecht? Ten onrechte? Sloegen die op niks? Want het overleg heeft tot resultaat geleid. Maar welk resultaat is er uit het overleg gekomen? Het is mij echt onbekend. En geloof me, het is mij echt onbekend. Ik weet niet welk resultaat uit het overleg is gekomen. Voor zover ik weet heeft minister De Blok, die bevoegd is voor dit dossier als ik me niet vergis, heeft minister De Blok gewoon gezegd, kijk, dit is de wet, punt, andere lijn. Maar op welke... kan zijn, Jean-Jacques, dat het niet waar is, maar zeg mij eens welk resultaat er uit het overleg is gekomen waardoor dat de bezorgdheden van de jeugdsector, van de welzijnssector weggenomen zijn. Ik heb daar geen weet van dat die bekommernissen weggenomen zijn. Ja, ik ga niet ingaan op uw voorzet om opnieuw het debat volledig te openen. U kan een aantal antwoorden vinden die u zoekt in de verslagen van het Vlaams parlement, want ik heb daar ook nog een vraag precies daarover gesteld aan minister Van Deurzen in de plenaire in januari, als ik mij niet vergis. En tenslotte moet ook een monitoring eventuele negatieve effecten opvolgen op zowel dat pure vrijwilligerswerk als de reguliere arbeid, zodat er eventueel ingegrepen kan worden, moest dit nodig blijken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Posset. Monsieur Dequesne. Madame la Présidente, chers collègues, alors c'est effectivement le quatrième conflit d'intérêts entre assemblées que nous avons à examiner ici dans le courant de la législature. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a abus de procédure ou pas? Est-ce que c'est une technique de flibusterie parlementaire? Je ne le pense pas. Je pense que si le mécanisme existe, si le mécanisme permet à un moment donné de défendre un point de vue qui n'est peut-être pas celui porté par une majorité fédérale, cet outil-là peut être utilisé. Il peut aussi être utilisé pour donner du temps. Donner du temps, ce n'est pas de la flibusterie. Donner du temps, c'est permettre de se parler, c'est permettre de comprendre, de faire évoluer le projet. Et en l'occurrence, je trouve que l'attitude de la ministre de Blok a été une attitude extrêmement correcte, en participant notamment au débat de la commission institutionnelle lundi dernier, en répondant, peut-être pas toujours très
de façon approfondie à certaines des questions, mais en tout cas en répondant de façon relativement large. Et donc je pense qu'on a pu aussi mesurer les problèmes qu'il y avait eu dans la concertation préalable, et sans doute qu'il y a de chaque côté des torts réciproques, mais au moins la procédure, et peut-être ici en l'occurrence ne devrait-on pas l'appeler procédure de conflit d'intérêts, mais procédure de dialogue interparlementaire, a son sens, a son intérêt. Alors bien sûr, peut-être un petit bémol, c'est que, alors que les questions et réponses n'avaient pas été clôturées, l'un des partis de la majorité a souhaité déposer unilatéralement la motion de conclusion des débats. Je trouve que de ce point de vue-là, en termes de forme, ce n'était pas très correct, même si on peut comprendre que la majorité décide de resserrer les rangs. Alors, si maintenant on se pose un regard, parce que c'est quand même un regard qu'on nous portons, nous, comme élus régionaux, comme élus communautaires, ou même tout simplement pour les sénateurs qui sont les sénateurs cooptés, il faut reconnaître que ce texte-là n'est pas un texte anodin. C'est un texte qui opère une forme de révolution copernicienne sur le secteur du bénévolat, du volontariat et sur le marché du travail. Alors dans le texte, évidemment, si on le lit sous un certain angle, et j'ai entendu des commentaires de l'un ou l'autre, il y est évidemment présenté avec plein de bonnes intentions. Et c'est vrai que par rapport au secteur associatif, où aujourd'hui on sait qu'il y a un peu d'argent qui circule au noir, on peut penser que c'est une forme de solution. On peut penser aussi peut-être que pour certaines prestations de proximité, de nature familiale, il y a peut-être quelques éléments positifs. Mais ce qui nous inquiète au niveau du CDH dans le texte fédéral, et on a eu l'occasion de s'exprimer tant au niveau de la Chambre des représentants que dans les assemblées communautaires et régionales, ce qui nous inquiète fondamentalement, c'est le côté cheval de Troie de cette réglementation. Parce que finalement, elle amène à un détricotage possible à la fois du bénévolat et du vrai volontariat dans le secteur associatif, en mettant la pression, et certains l'ont bien compris, quand les mouvements de jeunesse interpellent via le gouvernement flamand la ministre fédérale pour demander d'être exemptés, c'est typiquement un signal d'alarme pour un secteur qui se construit sur le bénévolat, sur l'engagement volontaire et qui se sent menacé par ce type de réglementation. Je pense que d'autres secteurs sont en train de se réveiller. La ministre s'est dite ouverte, tant mieux. En tout cas, il y a là, de notre point de vue, un véritable risque si on ne réduit pas le champ d'application du travail associatif. Alors, pour ce qui concerne l'autre volet de cette réglementation en projet, et qui, elle, induit une concurrence sans fiscalité, sans règles sociales, vis-à-vis de toute une série, de tout un pan d'activités, là, franchement, on se pose des questions. Et ce n'est pas un propos partisan qui est le nôtre, c'est aussi les cris d'alarme que posent une série d'organisations professionnelles, y compris des fédérations professionnelles comme le SNI ou encore l'UCM. Parce que 500 € par mois, sans fiscalité, sans contribution au régime de sécurité sociale, c'est un véritable système de dumping fiscal et social interne qui se met en œuvre et qui sera démultiplié par l'effet des plateformes collaboratives. C'est un vrai effet similaire à celui de la directive détachement que nous avons connu dans un bon nombre de secteurs du travail. Et pour cela, nous devons tirer la sonnette d'alarme. Et c'est important qu'on puisse aujourd'hui prendre le temps, et le mécanisme du conflit d'intérêts est l'occasion de parler, de prendre le temps, de réveiller les consciences par rapport aux dangers et aux risques que présente cette réglementation qui, à nos yeux, je le répète, est un vrai cheval de Troie. Alors pourquoi ? Parce que ça va créer finalement un univers tout à fait différent entre ce qui est aujourd'hui organisé par le système du travail. Et c'est vrai qu'il y a quelques balises, pas de concurrence par rapport à son employeur, mais dans les faits, qui ne va pas
essayer de bénéficier et d'utiliser cette mesure. Et à un moment donné, une série d'opérateurs, des entrepreneurs de jardin, des personnes qui s'occupent des animaux de compagnie, des entreprises qui se sont investies dans ces secteurs-là, elles vont se retrouver face à une concurrence aujourd'hui qui est sans règles sociales, sans règles fiscales et qui échappe à tout l'univers du droit du travail. C'est un vrai péril aussi pour notre modèle socio-économique, pour notre économie sociale de marché, pour notre sécurité sociale. Et je pense que le conflit d'intérêts a tout son sens ici, notamment dans son passage auprès de notre Assemblée. Je crains aussi que si le législateur fédéral ne tient pas compte de ces avertissements, de ces remarques, il y aura de la part des secteurs, les syndicats, les fédérations professionnelles, des recours à la Cour constitutionnelle. Et si peut-être que quelques intentions sont positives dans cette réglementation, malheureusement, la largeur du champ d'application telle qu'elle est proposée nous la rend tout à fait imbuvable. Voilà ce qui justifie le fait que nous ne pouvons acquiescer à la proposition de motion portée par le VLD. Je vous remercie. Dank u, mevrouw de voorzitter. Er zijn al verschillende opmerkingen gemaakt, dus ik ga proberen van niet in herhaling te vallen. Allereerst, de federale regering raakt eigenlijk met het voorliggend ontwerp eigenlijk geen enkele bevoegdheid, maar ik ga de discussie niet opnieuw openen. We hebben daar juist al een korte discussie daarover gehad toen dat mijn collega van de MR is tussengekomen. Het federale niveau is niet bevoegd om de gemeenschapswetgeving te wijzigen. Dus bij gevolg is dat ook onmogelijk. Het ontwerp voorziet erin dat voor specifieke occasionele prestaties er maandelijks voor €500 onbelast kan bijverdiend worden. Indien deelstaten aan prestaties die hiervoor in aanmerking komen kwalificatievereisten of veiligheidsvoorschriften wil opleggen, dan zullen die onverminderd gelden. Dus bij gevolg is dat ingrijpend beperkt. Wanneer de gemeenschappen van mening zijn dat ze vereisten en voorschriften moeten uitbreiden naar deze prestaties, dan kunnen ze dat bij gevolg altijd doen, want het blijft hun bevoegdheid. Het enige wat het ontwerp voorziet, is een fiscale en parafiscale vrijstelling voor inkomsten tot €6.000 per jaar, voor een brede lijst aan toegelaten activiteiten. Collega's, we hebben in ons advies moeten vaststellen dat wij de standpunten van de vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en die van de Kamer niet dichter bijeen hebben kunnen brengen. Het ontwerp regelt enkel arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscale aspecten en in tweede orde burgerlijk recht en handels- en economisch recht. Dit zijn allen exclusieve bevoegdheden van onze federale regering. De ontworpen regeling strekt er verder geenszins toe de eigenlijke prestaties die verricht worden in het kader van verenigingswerk of bij wijze van occasionele dienstverlening tussen burgers te reglementeren. De Raad van State bevestigt dat met dit ontwerp enkel eigen bevoegdheden worden uitgeoefend. We hebben dus op geen enkele manier kunnen vaststellen dat de gemeenschappen en gewesten hun bevoegdheden niet langer doelmatig zouden kunnen uitvoeren. Ondanks heeft minister De Blok zich altijd opengesteld voor dialoog en heeft op verschillende overlegmomenten te kennen gegeven dat zij openstaat voor suggesties tot aanpassing. Daarmee uitte onze minister haar uitdrukkelijke wil tot constructief samenwerken dat ze ook in onze commissie opnieuw heeft herhaald. In het kader van dat reeds gevoerd overleg heeft de Kamer op basis van input, die werd aangeleverd door de regio's, reeds een aantal amendementen aangenomen. En er zijn nog een aantal andere voorstellen tot wijziging die de minister positief ontvangt, maar die nog niet officieel door de ministerraad zijn goedgekeurd. Tot op heden werden die concrete voorstellen enkel door het Vlaamse niveau aangebracht. Dus het lijkt mij niet oninteressant in plaats van onmiddellijk een belangenconflict in te roepen, van ook de uitgestoken hand van de minister op dat vlak te aanvaarden en inderdaad ook voorstellen naar voren te brengen in plaats van een politiek manoeuvre uit te voeren. De minister heeft daarom opnieuw een warme oproep gedaan aan alle regio's om de sectoren te bevragen voor zover zij dat wenselijk achten en om met concrete voorstellen te komen. Die kunnen dan op een volgend overlegcomité gelanceerd worden. Aan de essentie van het ontwerp natuurlijk kan niet geraakt worden. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel.
Als laatste spreker heb ik meneer Van Loo. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik denk dat het meest hier eigenlijk al gezegd is. We moeten ook niet debatten openen, heropenen en blijven heropenen. En dat is blijkbaar wat er hier ook gebeurt inhoudelijk met het voorstel van mevrouw De Blok. De debatten zijn gevoerd. Er is overleg geweest tussen het kabinet, er is overleg geweest met de deelstaten. En we stellen vast dat er ook een heel uitvoerig debat gevoerd is in het parlement. In de deelstaatparlementen heeft men het debat gevoerd in verband met het statuut van de vrijwilligers en de impact op de arbeidsmarkt. Ik denk dat dit orgaan, de Senaat en de hele procedure van de belangenconflicten ook niet een ultiem middel mag zijn om nog eens oppositie te blijven voeren. Op een bepaald ogenblik moeten knopen doorgehakt worden. En ik heb daarnet eigenlijk al gehoord, ja, meneer Duquin die zegt, ja, misschien gaan er toch nog wel een gevolg aan gebreid worden doordat er mogelijk nog procedures voor het grondwettelijk hof zullen gevoerd worden. Dus op die manier probeert men met alle mogelijke middelen. Het overleg mislukt. Knopen moeten doorgehakt worden. Er is een parlementair debat op het federaal niveau in de deelstaten. En hier wordt er opnieuw een vertragingsmanoeuvre uitgevoerd om nadien nog eens met juridische middelen dit nog eens te gaan aanvechten. Ik stel gewoon vast, de Vlaamse gemeenschap, het Vlaams parlement, kan hiermee leven. De Franse gemeenschap blijkbaar ook. De Duitsstalige gemeenschap kan hiermee leven. En dan heb je een klein gemeenschapsparlement in Brussel met gedelegeerde bevoegdheden die toch probeert de vertraging door te voeren. Leg u alsjeblieft neer bij wat er beslist is. Dat is beter. Uiteindelijk, u holt de hele procedure van belangenconflicten verder uit. In ieder geval mij niet gelaten, maar deze wetgeving zal er uiteindelijk toch doorkomen. Voilà. Nous avons le point suivant qui est la... Donc j'ai plus d'orateurs inscrits. Le point suivant qui est la prise en considération de propositions. Pas de remarques. Alors j'ai le regret de vous faire savoir que nous avons appris le décès de M. Grosjean, sénateur honoraire. J'ai adressé les condoléances de l'Assemblée à la famille de notre regretté ancien collègue. Alors, collègues, les votes sont normalement prévus à 11h30. Je me tourne vers les chefs de groupe. Soit je suspends jusqu'à 11h30, soit on peut envisager de voter maintenant. Où sont les chefs de groupe? J'attends, ou je suspends jusqu'à 11h30, je ressonne à 11h30, ou on vote maintenant. Oui, nous avons des problèmes de micro. Donc, je répète, les votes sont prévus, sauf erreur de ma part, à 11h30. Soit on vote maintenant, soit je suspends jusqu'à 11h30. J'ai vu que les services avaient fait du zèle en sonnant d'initiative, mais normalement c'est à 11h30. Donc je me tourne vers les chefs de groupe. On vote maintenant? Voilà. Eh bien, s'il en est ainsi, s'il n'y a pas d'objection, si tout le monde a eu le temps de revenir en séance. Ok, Madame Barzin, pour mettre au vote maintenant? Moi, je n'ai pas de problème avec le fait qu'on vote maintenant. En tout cas, au niveau de mon groupe, tous ceux qui sont censés venir sont là. Par contre, quand on fixe à l'agenda 11h30, ça peut mettre en difficulté peut-être certains collègues, mais je ne sais pas si certains sont censés encore arriver maintenant. Voilà. Madame de Rieder, on peut voter maintenant? Vous mettez dans l'embarras en sonnant comme ça. On peut voter. Ok, voilà. J'ouvre. Tout le monde s'est bien compté. J'ouvre le vote. Donc nous votons sur le conflit d'intérêts. Attention, il y a un amendement
qui a été proposé par Monsieur Lacroix et consorts. Est-ce que vous souhaitez développer votre amendement, Monsieur Lacroix? Non, Madame la Présidente. Bon, alors, nous allons voter sur l'amendement à la proposition d'avis qui est déposé par Monsieur Lacroix. Donc, ouverture du vote sur l'amendement de Monsieur Lacroix. Faut pas sonner avant l'heure, s'il vous plaît. Ça me fout un peu d'embarras. Je suspends en attendant. Heeft iedereen gestemd? Ja, resultaat van de stemmingen. Eh bien, 24 non à l'amendement, 15 oui, 3 abstentions. L'amendement est rejeté. Nous allons maintenant voter sur la proposition d'avis telle qu'elle a été adoptée en commission et présentée en commission par Monsieur De Gucht. Ouverture des votes sur cette proposition d'avis. Opening van de stemming over dit voorstel van advies. Heeft iedereen gestemd? Tout le monde a-t-il voté? Oui. Résultat. Je vois que ça chipote. Fin des votes. Résultat des votes. On n'a pas voté? Alors, il y a 29... Silence, s'il vous plaît. 29 votes favorables à cette proposition d'avis. Alors, c'est quoi votre vote? Madame la Présidente, on souhaiterait corriger notre vote, mais ça ne marche clôturé plus rapidement que ce que nous estimions en défavorable. Alors, écoutez, je vais recommencer le vote, si vous voulez bien, parce que effectivement... Je pense que les services sont au taquet aujourd'hui parce qu'ils sonnent à l'avance et ils clôturent les votes à l'avance. J'annule ce vote pour la clarté. Je recommence le vote. Vous voulez bien effacer? Non, merde. Je recommence le vote, c'est comme ça. Est-ce que vous voulez bien, parce que les services ont donné le résultat beaucoup trop tôt. Je recommence le vote sur l'ensemble de l'avis. Est-ce que vous voulez bien réouvrir le vote? Silence, s'il vous plaît. Opening van de stemming over het advies. Voilà. Oui, mais vous avez clôturé trop vite avant que je ne dise que c'était terminé. Heeft iedereen gestemd? Oui. Fin du vote. Résultat des votes. Voilà. Donc 24 pour, 18 contre, pas d'abstention. Et donc l'avis du Sénat sera communiqué au Premier ministre, aan de minister van Sociale Zaken, Financiën, met bestrijding van fiscale fraude en aan de voorzitters van Kamer en de vergadering de la Commission communautaire française. Alors, prochaine réunion le 18 mai. Voilà, je n'ai plus rien à l'ordre du jour. Merci.